Salam alaikum, Azul, bonsoir. Les nations dont les peuples ont pu, un tant soit peu, imposer le suffrage universel et la séparation des pouvoirs comme archétype de gestion politique de leurs États sont des démocraties. Un vrai suffrage universel, honnête, transparent, érigé de façon à réduire autant le rôle de l'argent que celui des groupes de pression, et une vraie séparation des pouvoirs, et non pas une façade en trompe-l'œil. Ces nations-là, si tant est qu'elles existent, sont des démocraties, c'est-à-dire des États où la seule légitimité et le seul pouvoir sont ceux du peuple. Il est vrai que leur situation véritable n'est pas toujours conforme à l'esprit qui procède de cette vision. Parfois, des effets pervers, comme l'immixtion des grands capitaux dans la gestion politique, notamment dans le financement des campagnes électorales, ou la manipulation de l'opinion publique par le biais des médias acquis par des groupes de pression, viennent altérer la nature essentielle de la démocratie. Mais cela reste relatif. Toutes les démocraties ne se valent pas. Il existe des différences fondamentales entre des pays comme la Suède, la France, la Grande-Bretagne ou les USA. Mais ces pays restent des démocraties comparées à d'autres, des démocraties plus ou moins. Des pays où le pouvoir et la légitimité sont issus peu et prou de la seule volonté populaire, même si les vents ne soufflent pas toujours au gré des voiles. Par contre, dans certains pays, le modèle démocratique érigé à grand renfort de propagande, de tromperie, de corruption et d'anesthésie des masses n'est qu'une coquille vide, une démocratie en trompe-l'œil, comme je viens déjà de le dire, une façade peinturlurée, vidée de toute substance. Et plus que tout, c'est sur le mensonge, un mensonge systémique, ambiant, pesant, englobant, qui ne craint pas de se décliner sur tous les modes et derrière tous les fonds de commerce, dont celui de la justice, de la révolution, des chouhada, et j'en passe, et des meilleurs. Ainsi, le régime algérien ne craint ni le ridicule, ni le jugement de l'histoire, ni même la colère du peuple qu'il trompe lorsqu'il claironne au monde entier qu'il est bâti sur des institutions démocratiques qui tirent leur légitimité de la volonté populaire et donc du suffrage universel. L'État algérien, si on peut dire l'État algérien, copié pour l'essentiel sur le modèle français, dispose de toutes les institutions républicaines possibles et imaginables. Rien n'y manque. Constitution adoptée par référendum ou passant par les méandres habituels, municipalité élue, assemblée départementale élue, assemblée nationale, Sénat, Conseil constitutionnel, président de la République. En théorie, ces institutions élues au suffrage universel direct, sauf pour le Sénat, qui est élu par les grands électeurs ou désigné en partie par le président de la République, et le Conseil constitutionnel, dont les 9 membres sont en partie désignés par le Parlement et en partie désignés par le chef de l'État, le même, sont dotés des pouvoirs qui leur sont dévolus par la Constitution du pays. Dans la réalité, la dure réalité, elles ne sont que des avatars, habités par des mercenaires avides, des corrompus, des opportunistes qui ne disposent d'aucun pouvoir, aucun. Leur seule mission est d'obéir aux injonctions qui leur tombent des cercles qui détiennent le vrai pouvoir. Un pouvoir clandestin
qui a squatté la République, un pouvoir qui ne dit pas son nom, qui n'est prévu ni par la Constitution ni par un quelconque consensus populaire, si ce n'est celui de la force brutale et de la corruption. Aujourd'hui, comme jamais depuis l'indépendance, la situation est tellement ahurissante qu'il est difficile de la décrire à qui ne connaît pas l'Algérie. Vous risqueriez de vous faire, de paraître pour un menteur, quelqu'un qui exagère énormément, qui vous croirait, s'il vous plaît? Qui vous croirait si vous disiez que le chef de l'État n'est qu'une façade, une marionnette désarticulée dont se servent des gens qui n'ont jamais été élus et qui pourtant tiennent l'essentiel du pouvoir? Qui vous croirait si vous racontiez que l'actuel chef de l'État ne savait même pas qu'il allait être représenté pour un 4e mandat à son insu, qui n'a même pas fait sa propre campagne électorale, qui ne sait strictement rien de ce qui se passe autour de lui, et que le chef de l'État et toutes les personnalités politiques qui nous affirment qu'ils lui ont parlé de sujets très complexes sont en fait complices de sa prise en otage. Qui vous croirez si vous affirmiez que pas une seule institution de toutes celles qui se déploient dans la pompe et la proclamation tonitruante ne dispose du moindre pouvoir? Et qui vous prendrait au sérieux si vous osiez soutenir qu'il n'y a aucune, mais alors aucune, séparation des pouvoirs, que le seul vrai pouvoir est exercé de façon brutale, primaire, corruptrice, par une clique dont personne ne sait rien, ni comment elle fonctionne, ni qui la soutient des puissances occidentales, ni en échange de quoi? La corruption instituée en valeur suprême qui ronge la société de fond en comble et qui procède d'une mauvaise conscience généralisée. Pour noyer le poisson et permettre aux grands prédateurs de se livrer à la grande rapine en toute impunité, a bouleversé toutes les valeurs sociétales. Les Algériens qui ont su de tout temps, malgré les affreuses vicissitudes, qui ont jalonné toute leur histoire, conservé ces mêmes valeurs qui faisaient d'eux un peuple sobre, pudique et hautement moral, se sont retrouvés dans une société où tous les repères ont été désintégrés. La société algérienne est devenue une sorte de jungle où seul le plus fort et le plus méprisable a droit de citer. La prostitution vivrière fait rage. La mendicité, la délinquance, la violence, l'injustice, l'immigration clandestine et massive de la jeunesse algérienne sont devenues les seules vraies constantes de la nation. Le seul problème majeur et qui n'avait jamais été envisagé par ce régime carnassier a surgi subitement. C'est l'abstention aux élections. Puis de cette abstention, une inexorable mutation de la société vers une attitude bien plus active, bien plus militante, le boycott. Sans se l'avouer, et surtout sans le laisser paraître, le régime a compris que les Algériens avaient trouvé la voie la plus sûre et la plus pacifique de chasser les ogres qui se repaissent de sa chair vive. Une sorte de révolution par la passivité, si on peut dire. Le régime panique désormais et il n'y a plus de jour qui ne l'exprime à la façon de quelqu'un qui s'affole. Le spectre du boycott plane partout dans le pays, sur le pays, jusque dans ces régions du pays profond où l'on votait sans condition. Les réseaux sociaux bruissent de ces consignes, de ces mots d'ordre, de profession de foi, d'appel à la résistance. Le bouche à oreille populaire n'est pas en reste. Un sentiment latent de résistance semble se cristalliser. Les Algériens semblent découvrir alors qu'ils n'en avaient pas de réelle conscience, qu'ils ont désormais la possibilité de changer le cours de l'histoire
ou plutôt qu'il est maintenant dans leurs moyens de faire revenir le fleuve de l'histoire dans le lit d'où il avait été retourné. Mais il serait naïf de croire que le régime allait rester les bras croisés face à une dynamique qui risque de l'emporter, pacifiquement. Il a compris, le régime, une fois pour toutes, que ce boycott n'est pas comme les autres abstentions, qu'il n'est plus question d'indifférence, de résignation, de lassitude, qu'une aspiration de libération se fait jour dans les esprits. Et c'est bien pour cela que depuis ces dernières semaines, une formidable machine à faire voter les Algériens, de force s'il le faut, s'est ébranlée. Tous les relais du pouvoir ont été réactivés. Tous les relais, tous les ministres, les organisations de masse, les chefs coutumiers, les chefs de Zawiya corrompus, les Baltagia, les chaînes de télé, les journaux, les radios ont été réactivés. Des promesses en tout genre sont mises sur le tapis. Une propagande primaire à coût de centaines de milliards en ces temps d'austérité invite les Algériens à remplir leurs devoirs patriotiques, les appelant à voter pour n'importe qui, mais à voter blanc, mais à voter, à mettre même, a dit quelqu'un, un Kleenex dans l'urne, mais à se rendre au bureau de vote. Et d'autres moyens moins avouables ont été déployés, parmi eux le régionalisme dans toutes les régions, le poison de la détestation ethnique et religieuse est distillé de façon sournoise, chafouine, faisant croire que les autres régions, les autres ethnies vont profiter de l'aubaine pour placer les leurs et continuer de prendre le pouvoir. Aujourd'hui, TSA. Tebboune annonce la distribution de 40 000 logements d'ici le mois de juin. Par Tawfiq Abdelbari. El Watan, Alger. Visite du Wali à travers la capitale. Inauguration, lancement de travaux et projets d'avenir. Par Rachid Larbi. TSA. Nouveau train électrique Alger-Tizi Ouzou. Les essais ont commencé. Par Nasraddin Ben Khaled. face à la menace de boycott, le régime panique. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir ici sur le plateau Saïd Aknin, militant pour les droits de l'homme. Merci Saïd d'être avec nous. Merci à toi, Jamaldine, de m'inviter, aussi à la chaîne. Merci aux téléspectateurs qui nous écoutent. Merci. Et merci aussi aux autres invités avec lesquels... Les autres invités, dont Adel Jabbar du Canada, citoyen canadien à la retraite, et Omar Aït Mokhtar, candidat lui-même aux législatives 2017, que je remercie tous deux d'être avec nous. Mais avant d'en venir au sujet, nous allons voir quelques déclarations de ces barons du régime, de ces fonctionnaires, de ces ministres. الاقتراح تاعي لابد التصويت يكون واجب وطني، لابد التصويت يكون اجباري في الجزائر باش كل الشعب الجزائري يخرج يصوت بقوه. لازم تاني يقوم بواجب نتاعو، حقوق والواجبات، لان انا المواطن اللي يقول لي يعطيني غير السكنه وما ينتخبش حرايمي، هذا تاع حرايمي. ما المواطن اللي يدافع على حقوقه ويطالب بواجبات نتاعو. اوكي. اما المواطن هذا حرايمي يحوس على حقوقه برك سنزاغوش بعض. تطبيق برنامج فخامة الرئيس منقذ هذا الوطن والمدافع الأول عليكم أنتم الطبقة الوسطى. احنا التزمنا مع الراجل هذا على أساس البرنامج نتاعو اللي موجه ليكم راها فرات بالنسبة لكم، فرات وتفرى بالنسبة للآخرين إن شاء الله. Alors, Saïd Aknin, il n'y a pas que ça. Hein. Il y a Ould Abbas qui a promis qu'il y aurait plus de 50% de participation. Il y a Zahia Ben Aros qui a traité ceux qui ne votent pas de non-nationalistes ou de non-patriotiques. Il y a, je ne sais qui, il y en a plein qui sont en train d'insulter les boycotteurs. À votre avis, il est vraiment en train de paniquer, le régime? Affirmatif, oui, il panique. Et pas seulement de la panique. Ça dépasse, c'est au-delà de la panique. Quand on voit cette ribambelle d'insultes
quand on voit cette ribambelle qu'ils ont sorti encore une fois de leur boîte noire comme injures, invectives, menaces, promesses, illusions, tout ça fait partie d'un scénario qui nous donne, qui donne au peuple les signaux de la peur, de la panique, de la terreur que vit actuellement le régime. Mais les raisons de ces peurs, lesquelles? Justement, les raisons, elles sont très simples. C'est d'abord la situation où ils ont conduit le pays. Le pays est au bout du gouffre, que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan social, que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur le plan des droits de l'homme. Et quand on voit aujourd'hui un wali qui est censé être un commis de l'État, et un commis de l'État n'est pas là pour défendre une partie ou une autre. Il est là pour être le garant de l'impartialité de l'administration. Il est là pour être le garant de la neutralité de l'administration. Parler de Haraimiya que certains ont traduit par bâtard, si tel est le cas, ça devrait, moi je suis bien élevé, je n'irai pas jusqu'à utiliser ce genre d'insulte vis-à-vis d'un grand peuple. Un peuple qui a sorti la 4e puissance mondiale, un peuple qui continue à se battre, un peuple, et on va venir tout à l'heure, dont on va expliquer les ressorts de résilience de ce peuple qui n'en finiront pas à nous donner des leçons. Mais justement, Saïd, ce wali qui traite ceux qui ne votent pas de Haraimiya, il n'est pas réaliste ou il ne connaît pas les chiffres? Par exemple, prenons les chiffres, je ne dis pas les vrais chiffres, les chiffres du régime lui-même, de 2012 aux législatives. Il y a eu 70% d'abstention. 70%. Sur 22 millions, il y en a eu plus de 14 qui n'ont pas voté. Alors, 70% des Algériens sont des Haraimiya, selon lui? Plus que cela, y compris ceux qui ont accepté de les suivre à coups de milliards, à coups d'intérêts, à coups d'autres subterfuges, à coups d'arrangements tacites, à coups de dessous de table, à coups tout ce qui est nauséabond. Ceux-là, ils les intègrent, bien au contraire, les braves dans leur conscience. Ceux qui ne le disent pas, les braves, c'est ceux qui ne les écoutent pas. Mais aujourd'hui, il n'y a d'aveugle que celui qui ne veut pas voir. Eux, ils savent la réalité des choses. C'est pour ça qu'il y a justement cette panique. Ils savent que la quasi-totalité des Algériens au jour d'aujourd'hui sont dans une autre phase. Ils sont passés de la phase d'indifférence à la phase d'abstention, à la phase du boycott. Et là, tout à l'heure, nous allons développer avec d'autres mécanismes. Je vous poserai la question pour nous expliquer comment les Algériens ont fait pour passer de l'indifférence à l'abstention dont vous parlez, à ce boycott que vous semblez agiter comme une arme de guerre, on dirait, à vous entendre. Je vais accueillir Adel Jabbar du Canada. Adel Jabbar, merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Merci. Alors, Adel Jabbar, il semble qu'en effet, comme vient de nous le dire Saïd Aknin, que les Algériens semblent évoluer d'une forme d'abstention, qui est en fait une sorte de, comment dire, de résignation, vers un boycott qui, lui, semble beaucoup plus dans l'action, dans la résistance. Moi, je pense que contrairement à ce que penseraient le peuple algérien est beaucoup plus politisé qu'il ne le pense. Ils n'ont pas évolué en passant de l'abstention au silence. Aujourd'hui, les Algériens ont atteint un stade suprême de politisation qui est le mépris par le silence. Ils ont beau aboyer comme ils veulent, personne ne les écoute. Je vous donne juste un chiffre concernant les élections qui ont eu lieu ici au Canada. Pour la législature précédente, législature entre guillemets, sur 120 000 Algériens ici dans la province du Québec et particulièrement à Montréal, il y a eu 800 votants. Donc c'est des gens qui sont partis s'acoquiner avec des candidats qui voulaient bien se présenter. Ouais, vous êtes en train de nous dire 800 votants sur
Sur 120 000 c'est pas les électeurs, c'est la population générale algérienne. Oui. D'accord. Oui. Donc il y a eu uniquement 800 votants. 800. Ça représente beaucoup moins que 1%. Et donc ce chiffre-là ferait beaucoup plus paniquer les tenants du pouvoir à Alger et les gens de l'administration. Moi j'ai bien écouté le wali d'Alger, qui a été extrêmement clair dans son attitude, dans son mental, dans sa psychologie, dans sa compréhension du pouvoir. Il dit, en substance, vous venez me voir uniquement quand il s'agit de logement. Donc dans sa tête, c'est un pays qui est privatisé. Les biens de ce pays leur appartiennent. Ils appartiennent à une oligarchie, ils n'appartiennent pas à ce peuple. Moi, ce que je dirais, au-delà de l'abstention terrifiante qui est en train de se projeter, je ne vois absolument aucune utilité, ni politique, ni sociologique, ni sociale, ni financière, d'aller vers des élections. Nous sommes dans un régime présidentiel à la frontière d'une monarchie absolutiste de droit divin où tous les pouvoirs sont concentrés, entre guillemets, aux mains d'un homme qui n'est pas là, en gère pour 5 ans. Donc l'utilité d'avoir 2 chambres, appelées à juste titre par les Algériens comme 2 chambres d'enregistrement, ce serait encore une dépense d'argent. Ces gens ne produisent rien. On a assisté à des bagarres sanglantes. Il y a eu des morts, il y a eu des blessés à coups de sabre au niveau du FLN, le parti qui a ruiné ce pays-là, qui est empesté de voyous, le RND est un parti incestueux issu de la fraude entre l'administration et des bandits. Les autres partis islamistes, c'est des entristes, ils sont là pour faire ce qu'on leur demande de faire. Et donc, en général, moi, comment je conçois cette élection? C'est un ramassis de gens qui présentent des CV qui sont vides parce que d'eux-mêmes, ils disent qu'ils ne lisent pas un livre par année. Donc moi, je ne voterai pas pour des gens incultes, ignorants et analphabètes. Restez avec nous, Adel Jabbar, je reviens vers vous dans un moment. Alors, Omar Aït Mokhtar, merci d'être avec nous. Oui, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir M. Aknin, mon ami, même si nous ne sommes pas d'accord sur ce qui se passe. Alors, donc, moi, Omar Aït Mokhtar, d'abord, vous confirmez oui. que vous êtes bien candidat à ces élections? Absolument. Je conduis une liste indépendante dans ma wilaya de naissance, qui est Tizi Ouzou. Je suis actuellement à Tizi Ouzou d'ailleurs. Dites-nous, est-ce que, comme la plupart des Algériens, vous savez que ce qui distingue ces élections, c'est la fraude, le bourrage des urnes, qui procède par distribution de quotas, que les futurs élus sont déjà connus et qu'ils vont tout faire sauf représenter leurs électeurs, entre guillemets. Est-ce que vous savez tout ça ou vous savez autre chose que nous ne savons pas? Attendez, c'est vous qui le dites, vous êtes en train de faire un procès à charge. Non, je vous pose la question. Je vous pose la question. Non, la question, je vous ai écouté depuis le début de l'émission. Vous êtes en train de faire un procès à charge. Vous êtes en train d'appeler au boycott et vous appuyez les gens qui appellent au boycott. Je ne m'en cache pas, je ne m'en cache pas, monsieur, je ne m'en cache pas du tout. Non, bien évidemment, je ne vous demande pas de vous en cacher. Vous êtes libre de dire ce que vous voulez. Merci. Nous sommes en démocratie. Maintenant que vous faites le procès d'un wali ou d'une journaliste ou d'Amara Ben Younes, vous oubliez quand même Hassan Laribi qui a dit que les gens qui ne votent pas sont des mécréants. Donc, ça, il a démenti. Vous faites exprès de l'oublier. Non, monsieur, il a démenti. Monsieur, attendez, s'il vous plaît. D'accord, attendez. Okay. Monsieur Hassan Laribi a démenti hier sur la chaîne Al-Magharibia. C'est son problème. C'est son problème. Il a déjà menti au sujet de Chakib Khalil d'abord. C'est un menteur, je le dis, je pense qu'il m'écoute d'abord. Mais qu'est-ce que vous suggérez, monsieur, que je suis en train de le couvrir? Moi, je ne m'indigne pas. Moi, je suis un militant depuis l'âge de 16 ans. J'ai passé 35 ans en France. Je sais ce que c'est que la démocratie. Ça fait 1 an et demi que je suis dans mon pays, que j'essaie d'aider. Je me présente aux élections, je fais campagne. Il y a bien évidemment les gens qui sont comme vous. Il y a des gens qui du matin au soir parlent de la corruption. Ce n'est pas pour ça qu'on arrête la corruption, bien évidemment. Moi, je m'engage sur le terrain.
Dieu sait qu'il y a des actes. On arrive à faire des non, choses. mais répondez-moi, monsieur Omar Ait Tourta. Moi, je vais vous poser une question. Avant que vous m'embarquiez dans cette polémique, moi, je vous ai posé une question simple. Je vous ai dit, la plupart des Algériens, par le résultat, hein, moi, je ne spécule pas. Pourquoi vous avez compté vous avez écouté tous les Algériens? Oui, monsieur, en 2012, 75%. En quelle qualité vous dites tous les Algériens? Ben non, je suis à écoutez, monsieur. Je rencontre des gens qui votent, qui veulent voter pour Omar Ait Tourta, moi, je vous suis en train de vous donner des chiffres. En 2012. Mais quels chiffres? En 2012. Oui. Mais écoutez-moi si vous voulez que je vous réponde. Écoutez-moi. D'accord. En 2012, oui. 73% des électeurs n'ont pas voté, Oui. et ça, c'est le chiffre du régime lui-même. Non, mais du régime ou de ce que vous voulez. Mais vous savez que tous les partis, d'ailleurs ce qu'on appelle les partis démocratiques, tout le monde reconnaît qu'il y avait des quotas. Mais cette fois-ci, l'Algérie a ses institutions. Il suffit de faire bon usage. Venez ici faire bon usage de ces institutions. Les partis comme le RCD, je le cite, reconnaît, et le FF reconnaît qu'il y a des quotas auxquels ils ont participé. Pourquoi voulez-vous aujourd'hui, je crois, à ces quotas-là? Il y a eu un changement. Moi, je vous parle de participants. Il y a si Omar Ait Tourta. N'éludez pas ma question, s'il vous plaît. Vous m'avez demandé comment j'ai ce chiffre. Je vous ai dit, les chiffres des participants en 2012 sont de 73% de non-votants. Et vous me dites d'où vous avez ramené ces chiffres. Répondez-moi. Quand ça vous arrange, les chiffres qui sont donnés, ils sont bons parce que ça vous arrange 73% de non-votants, mais quand ça vous dérange, vous dites tout est faux. Non, moi je dis c'est faux. Je dis c'est faux, mais malgré ça, je les prends pour argent comptant. Ça veut dire que c'est plus que ça en fait. En fait, les abstentions sont de 90%. Les abstentions sont de... Mais nous, on prend le chiffre du régime. 73%, allez, soyons généreux. De ce que vous appelez un régime, quand ça vous arrange, vous les plébiscitez. Mais quand ça vous dérange, vous dites c'est faux. Mais en quel honneur je vous crois qu'il y a 73%? Yassidi Ma'lish, dites-nous votre avis. Dites-nous votre avis, quel qu'il soit, on l'accepte. Allez-y. Mon avis, aujourd'hui, moi j'appelle des gens à voter. Il est hors de question. Quand on ne vote pas, c'est laisser les autres décider à votre place. Vous le savez ça? Voilà ce qu'il faut dire aux citoyens algériens. Nous avons une jeune république. Moi je m'occupe de Tizi Ouzou. À Tizi Ouzou, il y a une telle confusion. Il y a des partis qui ne valent pas une thune. Et aujourd'hui, nous sommes indépendants, nous voulons balayer, nous voulons ramener la sérénité dans cette wilaya, et c'est possible. Et je vous assure que Tizi Ouzou est la locomotive, et moi je crois en ce pays. Ce pays qui a fait de la France un pays de putschistes, nous pouvons étonner. Vous pouvez critiquer d'ailleurs. J'ai changé d'avis, je ne voulais pas passer dans votre chaîne, mais aujourd'hui, je participe au débat parce qu'il faut participer au débat. Merci, monsieur, merci beaucoup. Quel grand honneur vous nous faites. Non. Mais vous savez, à un moment, je me suis dit que vous vous attaquez à l'Algérie. Mais à partir du moment où vous permettez le débat, je participe à un débat, mais changer d'avis, je vous assure que l'Algérie est incassable. Vous pouvez ni personne ne peut la casser. D'ailleurs, même l'islamisme ne marche pas en Algérie. Même Daesh, le seul pays où il ne peut pas vivre, c'est l'Algérie. L'Algérie, tout le monde s'attaque à ce pays. Moi, je suis revenu pour aider mon pays à aller de l'avant. Restez avec nous, Omar Ait Tourta. Je reviens à vous dans un instant. Saïd Aknil, tout à l'heure, vous me disiez que la société a glissé doucement donc d'une sorte d'indifférence à une abstention, un temps soit peu consciente, et maintenant vers un boycott qui, là, semble être un peu dans l'action, un peu dans le... Si tu permets, je vais juste ouvrir une parenthèse par rapport à cette histoire de joute autour du chiffre. Oui. Le chiffre, pour moi, il représente ce qu'il représente, c'est arithmétique. Il y a une réalité. La réalité, elle est plus amère que ce qu'on peut aujourd'hui représenter comme chiffre. La réalité d'aujourd'hui, c'est que 7 millions de jeunes universitaires sont au chômage. La réalité aujourd'hui, c'est que 3 millions de retraités vivent dans des situations précaires. La réalité aujourd'hui, c'est que 30% de jeunes sont
au chômage. La réalité aujourd'hui, c'est qu'il y a encore des prisonniers d'opinion dans les prisons. Et aujourd'hui, se présenter à une élection sans pour autant condamner les propos d'un wali, sans pour autant condamner la concomitance de l'action civile, citoyenne, telle qu'elle soit, participation au boycott, contraignant l'un ou l'autre à une action, c'est une insuffisance démocratique et par conséquent, c'est une illégitimité de représentation. Aujourd'hui, la situation, elle est claire, nette et bien précise. Nous avons commencé par ça. Il y a une panique. C'est pour ça qu'on essaye à chaque fois de revenir à déterrer les traumatismes anesthésiants. Les traumatismes anesthésiants, c'est très simple. La caricature, elle est très simple. Le Maghrébia islamisme. On l'exhibe pour essayer de discréditer tout ce qui se passe sur cette chaîne. Alors que moi, je n'ai pas d'oreillette. Alors que je dis ce que je pense. Alors que j'ai des divergences énormes aujourd'hui avec ce courant de pensée. Mais ça ne m'empêche pas aujourd'hui de lancer un appel à travers cette chaîne à Ali Belhadj de prendre en charge totalement sa rééducation parce qu'il a été agressé injustement. Oui. Et ça, je le fais au nom de l'humanité, au nom de l'humanisme, au nom de la démocratie que je défends. Rééducation, vous parlez de la fracture qu'il a subie. De la fracture au niveau de sa cheville. On lui a cassé la jambe. Et je n'ai absolument rien à voir avec ni l'islamisme dogmatique, ni l'islamisme politique. Oui. Je suis un démocrate impénitent et un progressiste convaincu. Mais comment, c'est pour cette raison. Saïd Akhnine, comment a-t-on basculé de ce que vous étiez en train de décrire, de cette abstention, d'un peu de je m'en foutisme, d'indifférence. Les gens sont fatigués, ils ne veulent pas voter, tout simplement parce qu'ils se considèrent un peu comme hors-jeu. On décide sans eux, tout simplement. À ce boycott où là, c'est de la résistance. Comment on est passé de là à là? La dernière fois, j'ai dit le silence du peuple algérien est une forme de résistance. Il est vrai qu'après l'indépendance, il y avait des élections organisées. Oui, c'était sous Boumediene. Oui. Des parodies d'élections qui ont été organisées, c'était sous Boumediene. Oui. Sous Boumediene, il n'y avait pas un très fort taux de participation. Toi, tu dois t'en souvenir. On votait Bsif. On votait Bsif, c'était sans carte de vote, on n'avait rien. Absolument rien. Et puis par la suite, ça a progressé. Oui. Sous Chedli, c'était effectivement l'article 40 de la Constitution algérienne. Et il y avait beaucoup de votes blancs. Pourquoi? Parce que les gens, ils avaient peur. Il y avait cette concomitance. Pour avoir un acte de naissance, il fallait la carte de vote. Oui. Pour avoir un logement, il fallait la carte de vote. Oui. Pour pouvoir, y compris circonciser son fils dans un hôpital, il fallait la carte de vote. Oui. Y compris dans les périodes de pénurie, avoir un serre-joint ou avoir des lentilles, il fallait la carte de vote. Oui. Allant jusqu'à dire dans le langage populaire, même l'oxygène, maintenant, ils vont nous demander la carte de vote. Oui. Et puis par la suite, il y avait eu la première ouverture et la première élection en 91. En 91. En 91. Oui. Là, c'est une élection de rejet. Il y avait effectivement une partie d'adhésion, mais c'était une élection... Vous voulez dire en faveur du fils? En faveur du fils, c'était une élection du rejet du système, de tout ce qu'il a produit comme hogara, de tout ce qui est comme injustice, comme chômage, comme situation de désespoir dans la société algérienne. Il y avait de l'adhésion, mais il y avait aussi ce rejet. Mais aussi, il y avait beaucoup qui n'ont pas voté. Oui. Je crois qu'il y avait 3 millions qui n'ont pas voté, et c'est pour ça qu'il y avait certains qui étaient pour le deuxième tour, parce qu'ils comptaient sur ces 3 millions qui n'ont pas voté. Et puis, il y avait eu la première élection qui était un indice de la fraude et de cet acte incestueux entre l'administration, les milieux des affaires et certaines puissances, à savoir la naissance du RND. 1997. Ouais. Et en 1997, effectivement, il y avait une fraude généralisée et depuis, il y avait eu un climat complètement de défiance. On pose la question à quelqu'un dans la rue, est-ce que tu votes? Il te dit, retenez-moi le vote. Retenez-moi le vote, ne me parle pas du vote, ne me parle de rien. Moi, je suis désespéré, je suis dans la lassitude et la résignation. Et ça, c'est associé au climat qui prévalait à l'époque, à savoir le climat sécuritaire, à savoir la misère sociale, et ainsi de suite. Et en 2012, depuis 2012, il y a quelque chose d'autre. En 2012, il y avait plus de 85%
Et ça, je peux même donner des chiffres pour y compris les auditeurs invités et les auditeurs de la chaîne. Je peux donner des chiffres, y compris ici, parce que j'avais supervisé les élections. Il y avait, à l'étranger, il n'y avait même pas 10% de participants. Et ça, à moi, faire encore une fois le déni. Moi, je n'aime pas le mensonge. Je ne vais pas mentir. Mais le boycott, ni en ma faveur. Mais en 2012, en 2012, il y a eu un commencement de boycott. Exactement. Il y avait des prémices de construction de quelque chose Ouais. que nous appelons au jour d'aujourd'hui la métamorphose sociale. Et la métamorphose sociale, elle a un acte fondateur, c'est le boycott des élections. Les boycotts par l'action. Je vais vous donner certains éléments. Regardez ce qu'ils font aujourd'hui des panneaux d'affichage. Oui. Premier indice. Regardez les parodies de chansons des artistes qui parodient les élections. Ça, c'est un autre indice. Oui. Regardez les dessins qui sont faits. Ça, c'est un autre indice. Regardez sur les réseaux sociaux combien de slogans, combien de phrases, combien d'expressions, combien de textes, combien de libération justement de cette parole qui est étouffée dans les espaces par ce genre de menaces ou par ce genre de concomitance, comme s'il y a un patritomètre. Zahia Benaro, c'est devenu un patritomètre, allant jusqu'à passer devant elle. Il y a le mercure qui augmente ou le mercure qui descend, et c'est elle qui définit c'est quoi un patriote. Et je reviendrai vers vous dans un moment pour vous demander de nous dire, parce que ces dynamiques de boycott, elles sont plurielles, elles sont diverses, elles s'expriment de mille et une manières. Mais est-ce qu'il y a une possibilité qu'elles convergent vers une... Je reviendrai à vous pour vous poser cette question. Adel Jabbar du Canada, Oui. vous êtes avec nous. Oui. Alors, donc, très vraisemblablement, très visiblement, il y a une très forte défiance, pour le moins qu'on puisse dire, contre ces élections. De l'autre côté, il y a une véritable panique au point où ils en sont arrivés à insulter les gens, à leur demander de voter par la force s'il le faut. Dixit Amara Ben Younes. On va aller vers quoi, d'après vous? Il y a une possibilité d'organisation des jeunes boycotteurs, de ceux qui appellent du moins au boycott? Non, moi je pense qu'on ne va pas aller jusque-là. Les ressorts sont brisés depuis très longtemps avec ce régime-là. Il y a une crise de confiance totale. Les gens ne font plus confiance. On est comme en bourse. Quand la bourse est en confiance, les gens investissent de l'argent. Ils savent que leur argent est en sécurité. Ils vont faire des plus-values, des profits. Quand il n'y a pas de confiance, les gens tirent le frein à main. Pour revenir à cette abstention, aujourd'hui, il y a des écoles de pensée dans la démocratie qui disent que les abstentionnistes constituent un pôle extrêmement important des citoyens. S'abstenir, c'est un acte politique. Ça veut dire que nous ne sommes convaincus ni par l'un ni par l'autre. Et généralement, les abstentionnistes tourne toujours autour de 50%, même dans les pays les plus démocratiques. Au Canada, on attend ces chiffres. Aux dernières élections américaines, il y a eu un peu plus de 50% de gens qui n'ont pas voté. Je ne vois pas pourquoi on ne les insulte pas. Moi, je pense qu'on est... C'est plus que la panique qui s'est emparée de ces gens-là. Les gens ne les écoutent même pas. Ils ne les prennent même pas au sérieux. Pour pouvoir appeler quelqu'un à voter, il faudrait d'abord lui donner ses droits. Il faudrait que l'Algérien sente que c'est un citoyen. Or, l'Algérien a été dépouillé de tout son respect. Il est devenu un habitant. Il s'en fout. Les gens s'en foutent. Ils cherchent leur pitance. Ils ne s'occupent absolument de rien. En fait, voter, c'est choisir ses représentants. Normalement, ça devrait être l'enthousiasme. On devrait tous se bousculer pour choisir nos représentants, ceux qui nous représentent. Or, il se passe quelque chose. D'abord, c'est le scandale. Maintenant, on achète les têtes de liste avec de gros sacs d'argent, shkara comme on dit. Et de l'autre côté, tout le monde sait que ces gens ne représentent rien, qu'ils sont là pour eux-mêmes, pour faire partie du décor. Oui, absolument. Moi, j'ai toujours comparé ces gens-là à des gens qui ont des CV qui sont vides, qui ont plein d'argent et qui vont aller se positionner quelque part pour les affaires. Nous savons tous que le pouvoir en Algérie est un pouvoir présidentiel. Les deux chambres sont des chambres d'enregistrement. Le pouvoir
pouvoir législatif n'existe pas du tout. Il n'y a absolument rien. Les gens sont là. Ils coûtent 90 millions, 40 millions de salaire, plus un 50 millions de charges mensuelles pour le contribuable. Ils ne produisent aucun texte. Ils ne s'opposent à rien. Ils ne proposent rien. Voter pour qui? Généralement, on vote pour des partis avec qui on a la même vision, avec qui on partage les mêmes valeurs, les mêmes opinions politiques. Aujourd'hui, ces partis, ces deux gros partis, le RND et le FLN, ne représentent absolument rien. Il y a une fracture avec la société. Les partis islamistes ont toujours été dans l'entrisme. Et les autres partis politiques qui ont été créés dans 2012 et qui font leur congrès dans des voitures, ils ne représentent absolument rien. Tout le monde est ici pour la rapine, pour les affaires, pour se remplir le ventre. Ils ne sont pas là pour défendre qui que ce soit. Et je vous dis, maintenant, on a atteint un stade beaucoup plus ignoble qu'avant, après les vols, après les rapines, les détournements, les agressions, les violences, on se met à insulter un peuple. Restez avec nous, Adel Jabbar. Restez avec nous. Omar Aït Mokhtar, alors, selon vous, donc, est-ce que nous allons vers une grosse abstention ou un gros boycott, une grosse participation, comme l'a prédit et l'a prévu, comment il s'appelle, du FLN ou d'Abbas, ou est-ce que selon vous, ça va se passer à peu près comme d'habitude? Mais écoutez, moi je suis à Tizi Ouzou, hein, je vous parle de Tizi Ouzou. Moi, Ould Abbas, il dit ce qu'il veut, c'est son problème. Le Wali d'Alger, il dit ce qu'il veut. Amara Ben Younous, pareil. Hein. Amara Ben Younous, c'est un ancien du RCD, il sait très bien ce qui l'attend. Aujourd'hui, la question qu'il faut poser aux citoyens, c'est qu'il y a une élection majeure, il s'agit de choisir leurs représentants. Il est hors des questions, enfin pour moi, moi je suis militant depuis l'âge de 16 ans, je choisis le représentant, la personne qui doit me représenter au niveau national et surtout au niveau local, parce que cette élection est un prélude, on aura les élections locales en Algérie au mois de fin octobre, début novembre. On peut quand même, malgré ce que j'écoute chez vous, on peut choisir un homme qui doit être le maire de ma circonscription, de ma mairie, de mon village. Ça, on peut le faire. Pourquoi est-ce qu'on peut nous imposer quelqu'un? On peut surveiller les urnes, on peut appeler à s'inscrire sur les listes électorales, on peut faire voter qui on veut. Quand j'ai ma carte de vote, je vote pour quelqu'un ou je vote contre quelqu'un, c'est-à-dire je lui enlève cette voix. Et celui qui a peur du trafic ou je ne sais quoi, il n'a qu'à venir ce jour-là surveiller les urnes. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je crois à cette élection parce qu'on doit choisir nos représentants. Si vous permettez, deux questions. D'abord, donc je ne suis pas... Pardon, excusez-moi. Vous parlez d'élections majeures cette fois-ci. Pourquoi elle serait majeure? La représentation nationale, c'est de là qu'on... Parlons par exemple de la loi des finances. Elle est votée à l'Assemblée nationale au lieu de la critiquer après. C'est aujourd'hui qu'il faut voter. Parce qu'on doit choisir ses représentants, on doit écouter justement ces partis, enfin les anciens partis, je ne vois pas pourquoi ils vont faire d'abord campagne, parce qu'ils vont nous redire la même chose. Mais moi je ne suis pas venu en Algérie, ici, enfin à Tizi Ouzou me concernant, pour dire la même chose. Je dis exactement des choses qui s'opposent à leur programme, à leur démarche, et je suis en train de faire du travail mieux qu'un député dans cette circonscription. C'est-à-dire que les citoyens ne connaissent pas leurs députés. C'est grave. Donc, moi, personnellement, je fais de la politique, je ne connais pas je les vois juste quand il y a un match de football, ou je ne sais pas, ou il y a un couscous, ou je ne sais quoi. Ça, c'est la démission du citoyen. Le citoyen, c'est vrai qu'il en a marre. C'est la vérité. Mais on est en train de faire une chose sans trop parler de la corruption. Parce que la corruption, on ne l'arrête pas en parlant dans les cafés et tout ça. On l'arrête quand on fait des actes, quand on s'oppose, quand on veut savoir ce qui se passe dans les assemblées communales et wilaya. Oui, j'aimerais vous poser une question que je pose à tous ceux qui soutiennent que ces élections doivent se tenir et que ce sont les représentants du peuple. Est-ce que vous doutez un seul instant que les résultats de ces élections ne donnent pas le RND, le FLN à eux seuls comme majoritaire absolu, majoritaire simple?
Non. Concernant Tizi Ouzou, je suis en train de faire campagne. Les gens, c'est vrai qu'ils veulent un changement. Le changement, on va l'apporter. Parce que la seule personne qui réclame un débat ouvert, public, avec les journalistes et télévisé, c'est moi. Donc il fuit. C'est vrai que moi je me demande que le RND et le FLN faire campagne concernant Tizi Ouzou, c'est pour ressortir le catalogue d'il y a 5 ans pour dire la même chose. Ça sert absolument à rien. Mais En nous, 2012, on quelque chose en 2012 vous avez accusé, les organisateurs de l'élection de fraude massive. Moi, personnellement, Oui. pas du tout. Pas du tout. Moi, en 2012, j'ai accusé les services qui ont organisé l'élection à Paris d'accepter le dossier de la députée actuelle, Chafia Montalecheta, qui était légitime à l'Assemblée nationale. Et j'ai accusé Mziane Chérif. C'est nominatif. Moi, c'est du sans pitié. D'ailleurs, je vais passer en justice avec eux demain à Zasga. Vous comprenez? Moi, je suis un militant. Je ne mâche pas mes mots. Et cette Algérie, elle m'appartient. On ira de l'avant. Il est hors de question que j'accepte ni la Mais démission. Omar Aït ni la Mokhtar, une convention, dernière ni rien du question, tout. si Voilà. vous permettez. Une Oui. dernière question, j'aimerais que vous me répondiez Oui. directement. Alors, vous Oui. pensez, moi je vous crédite de toutes les bonnes intentions du monde. Il n'y a pas de doute. Merci. Mais C'est très vous gentil. pensez que si vous êtes élu demain, vous allez pouvoir compter pour quelque chose face aux députés du RND, du FLN, des épiceries politiques? Absolument. Qu'est-ce que vous allez faire? Moi, Qu'est-ce que vous allez faire? Moi, c'est le bilan mensuel. On doit savoir ce qu'on fait. Et moi, je ne veux pas faire pour les gens. Je fais avec les gens, avec les citoyens. Je suis à Tizi Ouzou, je suis le premier à rentrer à l'université pour créer un laboratoire de recherche. Nous avons des ingénieurs qui sortent à l'université Tizi Ouzou extraordinaires dans l'automatique. Nous allons fabriquer des choses ici. Moi, je suis Nous fier parlons d'être de algérien. l'Assemblée C'est pour ça que je suis nationale, revenu. nous ne parlons pas de Tizi Ouzou. À l'Assemblée nationale, je vais dire mon mot. Il est hors de... Moi, je ne lève pas ma main parce qu'il faut la lever. Moi, je vais dire... J'ai mon mot à dire. J'ai une tête, je pense. Oui, j'ai mais des ce yeux, n'est je pas une vois question avec de mes dire yeux. son mot, c'est une question de voter des lois et les gens qui vont lever la main vont être, à Je supposer ne- que vous soyez je- honnête, les gens qui sont du Je- côté du régime représentent à peu près Moi, 95%. mais écoutez, je vous assure que moi je vis en Algérie. Moi, j'étais pire que vous. Le régime, le machin, la critique. Je ne critique pas, je fais, j'avance. Moi, je ne vote pas parce qu'il faut voter. Moi, Merci, je m'oppose merci qu'il faut- Omar qu'il Aït faut Mokhtar. s'opposer. Je suis obligé de faire un dernier tour de micro. Adel Jabbar, en moins d'une minute, puis Saïd Aknin. Adel Jabbar, qu'est-ce que vous prévoyez pour la suite des événements? La suite, il n'y aura absolument aucun changement. On va perpétuer cette léthargie. Ce régime restera en place. Les gens sont complètement désaffectés du discours politique. Moi, pour terminer, je dirais que l'Algérie est trop grande. Ce pays est trop grand et ce peuple est trop grand pour le nénisme et la petitesse des hommes politiques qui sont en train de baragouiner aujourd'hui. Ce n'est pas avec ces gens-là qu'on espère un jour un changement, et ce n'est pas avec cette qualité de personnel politique qu'on pourra basculer l'Algérie dans la modernité et dans le développement. Merci Adel Jabbar. Saïd Aknin, tout à l'heure on parlait donc de ces différentes initiatives qui naissent ici et là, surtout dans les réseaux sociaux. Est-ce que vous pensez qu'il y a une possibilité d'union de ces dynamiques? Monsieur Jamel, l'espoir est comme une herbe. Elle pousse même entre les tombes. Et au-delà de l'espoir, il y a une volonté, une détermination à ce qu'aujourd'hui, ces dynamiques, à ce qu'aujourd'hui, ces initiatives dont le pouvoir a tout fait pour créer la disjonction, pour créer la segmentarisation, à ce qu'il y ait des synergies nouvelles, des synergies porteuses d'espoir, des synergies qui ne sont pas filles de la naïveté ou filles de l'illusion, mais d'une réalité, d'un pragmatisme, d'une volonté, d'une détermination à libérer ce peuple, à libérer ce pays. Ces synergies, il est vrai que parfois on peut douter, c'est humain. Il est vrai que parfois on peut se poser des questions, c'est humain. Il est vrai que parfois on peut baisser les bras, c'est humain. Il est vrai que parfois on ne voit pas ce qui se passe réellement, c'est humain. Mais la réalité, elle est là.
La réalité, elle se manifeste sur tout le territoire national, dans toutes les villes, dans tous les villages. Aujourd'hui, il s'exprime à travers les panneaux, en disant, sur les panneaux, que ce soit des écrits, que ce soit d'autres, ils sont en train d'organiser des distributions de tracts. D'autres, ils sont en train de faire des chansons. D'autres, ils sont en train de mobiliser, de sensibiliser. Mais un jour ou l'autre, toutes ces synergies vont arriver à se cristalliser autour d'un idéal fort, de recréer le rêve algérien. La métamorphose de novembre démocratique, elle est encore là, elle est opérante dans la société. Tu me permets de finir avec une simple et unique phrase parce que nous connaissons la nature du régime algérien. La nature du régime algérien, c'est un régime aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui, c'est un prélude à 2019. Nous aurons l'occasion de parler de la trêve conjoncturelle. Mais là, il y a un danger. Le danger qui guette le pays à ce que ce régime sanguinaire passe à la vitesse supérieure. Nous avons l'expérience dans les élections précédentes. Et ça, ce n'est pas pour semer la peur, mais c'est pour mettre en garde le pouvoir, pour mettre en garde la présidence, le commandement militaire, la mafia, les cercles d'intérêt, l'oligarchie mafieuse, la clanocratie, de l'argent sale, du crime, à ce que aucun cheveu d'un Algérien ne soit touché. Nous vous mettons en garde de ne pas passer à la vitesse supérieure à ce que vous passez à la sanguinarisation de ces élections pour arriver à vos fins. Le peuple algérien aujourd'hui, il a décidé dans sa quasi-totalité de boycotter ces élections, de s'inscrire en dissidence, en insurrection des consciences, et il va le faire. Merci Saïd Aknin, merci Adel Jabbar, merci Omar Aït Mokhtar, merci à vous chers amis téléspectateurs d'avoir suivi cette émission. Bqaw ala khair, bislama.